Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous êtes bien installés. Je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et avec moi, il y a aujourd'hui Marine Jean-Pierre. Bonjour. Qui est UX/UI designer, et Carole Longe. Bonjour. Qui est chargée de relations clientèle chez Inflexis. Donc, on va animer ce meet-up pendant une petite heure sur un thème qui vous est cher, qui nous est cher aussi. Comment préserver l'engagement des utilisateurs d'une application mobile. Cher parce que l'enjeu est important. Donc, quelle est la recette pour garantir le succès d'une appli mobile et puis engager les utilisateurs sur la durée? Nous allons vous proposer quelques moyens d'y parvenir. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit tour de table pour vous présenter. Si vous en avez envie, bien sûr, rien d'obligatoire. Vous nous dites qui vous êtes, si vous le souhaitez, dans quelle entreprise vous travaillez, surtout d'où vous nous appelez, si c'est de Bordeaux ou d'ailleurs, parce que malgré tout, on est confiné, mais avec le virtuel, on peut être partout à la fois. Et puis, ce que vous venez chercher, si vous le souhaitez, dans ce webinaire. Pendant ce temps, je propose, Carole, de nous dire quelques mots sur qui est Inflexis. Très bien. Donc, Inflexis est une entreprise du numérique qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles professionnelles et d'interfaces pour les objets connectés. Donc, nous sommes basés à Bordeaux depuis 2011. La société existe et nous accompagnons donc nos clients, des PME ou des grands comptes, dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles novateurs, qu'il s'agisse d'applications métiers ou d'objets connectés. Alors, nos clients appartiennent à différents secteurs d'activité qui sont la banque, avec notamment l'application mobile de Fortuneo, l'assurance, avec une application métier de souscription de contrats d'assurance à destination des commerciaux nomades pour le groupe Pasteur Mutualité, groupe GPM, la e-santé, avec une montre connectée pour les seniors, pour la société Arkea Assistance, et enfin, le secteur de l'industrie, avec une application sur tablette à destination des techniciens de maintenance, notamment chez Accès Industrie. Alors, je regarde les messages. Bonjour, Bordeaux également. Bonjour, on a beaucoup de Bordelais pour l'instant. Il fait beau à Bordeaux en plus, donc tout va bien. Bordeaux aussi. Ouais. Bah, bienvenue. Que des Bordelais. Alors, pour travailler avec nos clients, Besançon. Donc, nous nous appuyons sur la méthodologie agile, plus spécifiquement Scrum, et nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de leur projet, depuis l'étude de leurs besoins, l'aide à la définition du périmètre de l'application, le design de l'expérience utilisateur et de l'interface graphique, le développement, selon les différentes technos, qu'elles soient hybrides, natives ou pour le développement des web apps, et enfin, pour les différents OS existants. Voilà. Enfin, nous les accompagnons dans le déploiement de leur application et de sa maintenance tout au long de son cycle de vie. Alors, revenons maintenant au sujet du jour. Nous aimerions vous poser une question. Alors, selon vous, quelle est la principale raison qui pousse un utilisateur à désinstaller une application? Donc, vous pouvez donner vos réponses dans le chat en vous appuyant vous-même sur votre expérience. Qu'est-ce qui vous irrite au point de désinstaller une application de votre smartphone? On vous laisse 1 ou 2 minutes. Je vais participer aussi.
Oui. Merci, j'ajoute. Ben, on va peut-être continuer. Toutes les réponses que je vois là, en effet, sont correctes. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse parce qu'on en a tous l'expérience, hein, finalement. Il y a eu un baromètre des usages mobiles qui a été édité par EBG en 2019, qui est très instructif à ce sujet, qui dit que les mobilnotes français seraient de plus en plus sélectives. Ils ne téléchargeraient plus que 2 applications par mois en moyenne, donc ils en ont assez, je suppose, contre 10 en 2018. Et sur 46 applications en moyenne installées sur leur smartphone, seules 19 seraient utilisées au minimum 1 fois par mois, et la plupart d'entre elles sont désinstallées dans le mois qui suivent le téléchargement. C'est énorme. Donc, côté expérience utilisateur, les principaux motifs de désinstallation selon ce baromètre, c'est la lenteur, l'absence de fiabilité, les bugs, le caractère intrusif, oui, c'est les publicités intempestives, les notifications intempestives. Et côté usage, le manque d'intérêt, en effet, la pauvreté des services. Alors, ça va sans doute ensemble, d'ailleurs, et la déception au regard de la promesse. Pas de réponse à mes besoins, comme vous disiez, Hugo, par rapport à la promesse de l'application, la promesse initiale. Alors évidemment, côté utilisateur métier, c'est un peu différent parce que ça ne se traduit pas forcément par la désinstallation de l'application, mais ça peut engendrer quand même des freins à son utilisation. Alors, comment faire pour faire en sorte justement que les utilisateurs s'approprient l'application et pour préserver leur engagement sur la durée? Eh ben, nous, ce que l'on suggère, c'est d'impliquer les utilisateurs dans toutes les étapes du cycle de vie de l'application, c'est-à-dire dès le début de la réflexion, en amont du développement, pendant le développement et après la mise en production, c'est-à-dire pendant la prise en main de l'application sur les terminaux, et ensuite tout au long du cycle de vie de l'application. Il y a plusieurs moyens de le faire, on va le voir. On va évoquer quelques-unes de ces bonnes pratiques. N'hésitez pas, vous aussi, à partager dans le chat de bonnes pratiques que vous auriez pu mettre en place ou voir dans votre expérience pour impliquer les utilisateurs d'une application mobile ou d'une solution digitale mise en place dans votre entreprise ou dans votre entourage. Alors, tout d'abord, en amont du développement, Marine, c'est plutôt ta partie, comment faire pour impliquer les utilisateurs? Eh bien, nous disions à l'instant en fait que le manque d'intérêt ou le dysfonctionnement des services d'une application faisait partie des motifs de désengagement. J'ai vu aussi passer dans les commentaires l'UI, l'UX, qui n'était pas adapté. Et en fait, dans l'idéal, dans un projet, ça va être d'anticiper ces problématiques pour les éviter en réalisant un travail d'analyse le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire en amont du développement, lors de la qualification du besoin. Nous, on va chaudement recommander d'impliquer les futurs utilisateurs pendant cette phase-là, notamment pour préciser le cahier des charges. Donc, dans cette étape, en général, on procède en nous appuyant grâce à l'approche Design Thinking et surtout grâce à des ateliers de co-création. Donc ça, je vais un peu plus vous en parler par la suite. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui ont déjà participé à des ateliers de Design Thinking ou des ateliers de co-création, quelle que soit l'approche, ou peut-être que vous avez participé à notre précédent meet-up qui parlait un petit peu plus de ça. Donc, je vous laisse la partie commentaire si vous voulez un petit peu parler de ces ateliers-là, si vous avez participé à des ateliers comme ça. Je vais regarder un petit peu. D'accord. C'est intéressant. Ok. Du coup, par rapport à la partie Design Thinking, je vais juste recontextualiser un petit peu ce que c'est, expliquer un petit peu. C'est la pensée design.
littéralement. Et ce n'est pas seulement un concept qui est à la mode, c'est aussi surtout un processus de conception centré sur l'humain. Donc, c'est parfait par rapport à ce qu'on disait juste avant. Nous, on va s'appuyer avec ce concept-là sur des ateliers au cours desquels on va essayer de comprendre les personnes pour lesquelles on conçoit. Quelles sont les problématiques auxquelles elles sont confrontées et comment l'application pourrait les aider à les résoudre. Alors, j'ai vu qu'Angélique aussi avait participé à des ateliers. Oui, ok. Donc, vous étiez présente lors du meet-up. Super. Et donc, pour revenir aux ateliers et à cette phase, on va dire, en amont du développement, il va être important, en fait, dans cette phase, de suivre une méthodologie qui va être structurée, qui offre la possibilité d'imaginer des solutions tout en prenant en compte des contraintes inhérentes à tout projet, bien sûr, comme le budget, les ressources disponibles, le planning, la faisabilité technique. Donc, au cours de ces ateliers-là, le point vraiment important à mettre en œuvre, c'est de s'assurer qu'il y a une variété assez suffisante de métiers autour de la table pour croiser les ressentis, les besoins, essayer de recueillir le ressenti du nombre le plus grand possible d'utilisateurs potentiels pour ensuite réussir à créer un prototype qui s'approche au maximum des attentes de ces utilisateurs-là. Alors, je vais un petit peu illustrer mon propos avec un exemple client. Donc, effectivement, il est possible de réaliser des ateliers de co-création dans le cadre d'un lancement d'une toute première version d'une application. Mais dans ce cas client-là, on était plus sur une refonte d'application. Donc, dans le cas où on va être sur une solution qui existe déjà, qui est déjà utilisée, il est également possible d'utiliser des ateliers de co-création, mais également de se servir de tests utilisateurs pour déceler les points qui limitent actuellement l'engagement utilisateur sur l'application. Donc, avec le projet que nous avons réalisé avec la mutuelle d'Ivry-la-Fraternelle, dans un premier temps, nous avons mené avec eux un atelier qui nous a permis de maqueter rapidement une refonte de leur application. Et ensuite, nous avons développé la maquette sur un framework Ionic pour être en mesure en fait, de le mettre entre les mains de bêta-testeurs et de les observer en situation réelle. Donc, en fait, ce qu'on a proposé, ce n'était pas une version terminée de l'application, mais plutôt en prototype. Et en termes de méthodologie, comment ça s'est passé concrètement? Donc, en fait, on a convoqué des testeurs. On a placé une caméra pour observer le parcours qu'ils réalisent sur l'application. Et donc, nous sommes placés dans une salle attenante au test pour éviter de biaiser en fait, l'expérience, mais tout en observant les utilisateurs en train de naviguer sur l'application. Et par rapport à ces tests-là, ensuite, on a complété l'observation qu'on a pu réaliser avec des interviews pour recueillir le ressenti des utilisateurs, leurs craintes, leurs frustrations, et essayer du coup d'avoir vraiment une vision globale des problématiques. Aujourd'hui, quelles étaient les problématiques que posait cette application-là pour les utilisateurs? Et donc, ce genre de retour est très intéressant puisqu'il y a des formulations de besoins que l'on a pu prendre en compte dès la première version de la refonte de l'application. Et donc, ça nous a permis de ne pas, d'éviter de générer des frustrations dès le début de l'utilisation de l'application. Je regarde un petit peu le chat. J'ai vu que Catherine, tu avais pu répondre. Ok. Il y a une question d'Oriane, Marine. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on a testé des méthodes de co-création à distance? Oui, on a fait un atelier de co-création grâce à un outil qui s'appelle Klaxoon. Donc, avec des porteurs de projets et potentiels utilisateurs autour d'une question plutôt liée à des questions, un milieu immobilier.
Et donc, c'est possible en fait de réaliser ces ateliers-là. Il y a pas mal de logiciels qui permettent de recréer virtuellement les différentes animations, donc avec des séances de brainstorming, des créations de personas, des créations de parcours utilisateurs. Et donc oui, effectivement, ça a été possible pendant le confinement, justement. Je compléterai la question d'Oriane. Marine, est-ce que tu le recommanderais, par exemple, hors confinement? Par exemple, pour des clients qui sont éloignés? Totalement, oui. Totalement. Effectivement, oui, ça permet... mis à part... ça permet de se concerter. On peut recréer les mêmes animations. Je ne vois pas de problème à ça. Dans cette expérience, l'avantage qu'on a pu y trouver, c'est de bien préparer l'atelier en amont, de pouvoir anticiper toutes les interrogations qu'aurait pu avoir le client dans cette démarche, justement pour pouvoir appréhender d'éventuelles difficultés, ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec des ateliers à distance où finalement on se dit que les questions peuvent être traitées en direct. Donc il y a aussi un avantage à cela, et suite à cette expérience, justement, on a pu faire une rétrospective pour en tirer des conclusions positives et des axes d'amélioration. Ok. On a un autre exemple que je voudrais présenter. C'est un exemple qui est récent, que nous avons mis en place récemment, chez Accès Industrie, qui est une entreprise spécialisée dans la location et l'achat d'engins de levage, donc plutôt dans le secteur industriel. En fait, Accès Industrie nous avait contactés pour développer une application mobile sur tablette à destination des techniciens de maintenance, une application de gestion des interventions. Tout d'abord, en fait, nous avons précisé avec eux leur cahier des charges, qui était déjà complet, mais il n'est jamais suffisamment complet, donc on les a aidés à le compléter, en travaillant de concert avec l'équipe projet d'Accès Industrie. Une équipe projet qui était constituée de personnes du service informatique, plutôt technique, et de personnes de l'équipe métier, donc plutôt connaissant les aspects utilisation, terrain de l'application, de la future application. Grâce à ce travail, en fait, on a conçu un prototype des fonctionnalités majeures de l'application. Donc, c'est une maquette dynamique qui simule le fonctionnement de la future application et qui tient compte aussi des conditions d'utilisation. Par exemple, l'impossibilité pour les techniciens d'utiliser un clavier quand ils sont en intervention. Cette maquette a été mise entre les mains d'un échantillon représentatif de techniciens et on les a laissés l'utiliser pendant quelques temps. Et après, il y a un bilan à la fois fonctionnel et technique de cette utilisation. Et les techniciens bêta-testeurs ont fait des recommandations d'ajustement dont on a pu tenir compte dès le début du développement de l'application. Alors, là, les avantages d'un tel test, c'est que les utilisateurs se sentent immédiatement impliqués et ils s'approprient l'application. Notamment, ça peut être intéressant dans un contexte où les utilisateurs ne sont pas habitués à utiliser la technologie. Ce ne sont pas forcément des geeks. Donc, on leur montre une application, ils l'utilisent, ils se sentent impliqués, ils voient rapidement quels sont les bénéfices pour eux à utiliser l'application, et ça va provoquer une attente, ce qui a été le cas chez Accès Industrie, et l'adoption de l'application sera d'autant plus facilitée quand elle sera mise entre leurs mains. C'est donc une pratique, vraiment, ce test, c'est une pratique qui favorise l'engagement des utilisateurs de la future application mobile. Alors, on va passer à l'étape suivante qui est le développement. Carole, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut impliquer les utilisateurs dans cette étape-là ? Ah, Carole, je crois que tu as ton micro coupé. Ah oui, tu as coupé ton micro. Excusez-moi, je reprends. Donc, la majorité des équipes de développement mobile utilisent des méthodologies
Agile Scrum en s'appuyant sur un principe de développement itératif. Donc, les méthodes agiles ont l'avantage de permettre aux utilisateurs de clarifier leurs exigences au fur et à mesure de l'avancée du projet et donc de favoriser une plus grande interaction entre des bêta-testeurs et les développeurs. Alors, ces retours utilisateurs interviennent dans différentes phases du projet. Alors, avant le démarrage de chaque sprint, donc notamment pour apporter des précisions nécessaires sur les fonctions qui seront développées pendant le sprint. À la fin de chaque sprint, pour prendre en main une nouvelle version de l'application dite intermédiaire, afin de donner son avis et de valider les fonctions qui sont développées pendant le sprint qui vient de se terminer. Et à l'issue de la phase de développement, donc à la fin du dernier sprint, on dispose d'une version bêta qui peut être mise entre les mains d'un panel d'utilisateurs. Voilà, les retours de l'utilisation de la version bêta pourront être étudiés pour être pris en compte ou non sur la version 1 finale de l'application. Donc, je vais reprendre un petit peu plus de temps pour parler des tests utilisateurs pendant la phase de développement, justement. Et donc, en fait, ces tests utilisateurs, ils permettent une grande interaction avec les développeurs, comme le disait Carole, parce qu'ils challengent le développement technique en manipulant l'application sur différents devices, différentes versions de système. Et effectivement, plus il y aura d'utilisateurs, plus les cas d'usage seront passés en revue, moins d'anomalies en production seront rencontrées. Donc, en fait, le retour des bêta-testeurs, ils pourront être étudiés et pris en compte dans le développement en cours et à venir. C'est ça qui est intéressant dans cet outil-là. Et l'autre bénéfice, c'est que les bêta-testeurs, identifiés comme des early adopters, vont se former à l'application et ils pourront, s'ils le souhaitent, diffuser l'information auprès de la communauté d'utilisateurs. Donc, par rapport au projet qui vous est présenté ici, on a réalisé du coup des tests utilisateurs dans le cadre d'une application métier qui est Evolis. Donc en fait, l'application Evolis, c'est une application qui est destinée à des agents de maintenance de plateformes pétrolières. Et en fait, l'exigence de ces métiers-là est telle qu'elle ne permet aucun défaut lors de réalisation de contrôle en fait. Donc, on a décidé d'intégrer des tests utilisateurs à la suite du développement d'un MVP pour pouvoir contrôler du coup que les fonctionnalités répondent vraiment à un besoin dans des contraintes vraiment très particulières, voire des fois dangereuses. Et donc, du coup, on peut dire vraiment que l'implication des utilisateurs lors des bêta-tests fait largement partie intégrante du projet. Ok, donc là, on passe à l'étape suivante, qui est la mise en production. Après la mise en production, donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'assurer de l'engagement des utilisateurs? Ben, en fait, il s'agit encore et toujours d'adopter une approche centrée utilisateur. On y revient encore. Et donc là, je vais parler d'un client, d'un projet avec un client qui s'appelle SIS pour présenter quelques leviers intéressants. Donc en fait, SIS, c'est un éditeur de logiciels qui a conçu un progiciel pour les pompiers. Nous, on a travaillé avec eux pour mettre en œuvre une application mobile à destination des sapeurs-pompiers, enfin les sapeurs-pompiers volontaires, cette application, elle va leur permettre de gérer vraiment leur disponibilité en temps réel et de pouvoir réagir instantanément aux alertes, de pouvoir les aider aussi à compléter tout un tas de documentation lors de leur trajet vers des lieux d'intervention. Et donc, en fait, pour appliquer le déploiement de cette application, pour accompagner ce déploiement qui s'appelle, l'application en elle-même s'appelle Smart EMIS, eh bien, il y a un état-major qui s'est appuyé sur des référents existants. Donc, en fait, dans chaque caserne, on a désigné une personne clé qui sait répondre à toutes les questions que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent se poser en matière d'organisation. Donc, en fait, elles vont faire le lien, ces personnes-là, entre l'état-major et les sapeurs-pompiers. Et donc, elles seront formées en premier à l'application Smart EMIS et ils seront chargés, en fait, de propager d'une certaine manière la bonne parole, mais aussi de faire remonter les questions ou suggestions d'amélioration.
Merci Marine. On a un autre exemple qui est cette fois-ci groupe Pasteur Mutualité dont on a parlé tout à l'heure. Carole en a parlé lors de la présentation d'Inflexis, donc un groupe mutualise d'assurance pour les professionnels de santé pour qui nous avons développé une application sur tablette de souscription de contrats d'assurance. Donc chez GPM, dès le déploiement de la solution, l'ensemble des conseillers, je crois qu'ils sont 150, a bénéficié de formations magistrales à la souscription de contrats sur iPad. Et ensuite, pour maintenir l'accompagnement dans la durée, une web TV a été dédiée, mise en place et accessible par tous, ainsi que de courtes vidéos qui répondent à des questions simples que pourraient se poser les conseillers. Ensuite, il y a un dispositif d'e-learning aussi qui a été mis en place avec des courts modules de formation, hein, donc accessibles évidemment à tout moment via un PC par exemple ou un terminal mobile. Et à chaque nouvelle application déployée, parce que maintenant il y a une douzaine d'applications de contrats différents sur cette tablette, le dispositif d'accompagnement se remet en place. Il y a aussi 2 séminaires commerciaux dans l'année et à chaque séminaire, il y a des ateliers qui sont systématiquement organisés pour que les commerciaux puissent mettre à jour leurs connaissances. Et par ailleurs, quand un nouveau conseiller est embauché, la tablette lui est délivrée immédiatement dès le premier jour avec sa formation d'intégration. En plus de tout ça, il y a des rapports d'utilisation qui permettent d'avoir une vue précise sur l'utilisation de la tablette, quelles fonctionnalités sont utilisées, les temps moyens passés sur les écrans de sortie, et qui permettent donc de comprendre l'usage de l'application, d'adapter les fonctionnalités proposées, et puis peut-être d'abandonner certaines fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Bon, et après, il faut être attentif, en effet, au retour des utilisateurs. C'est très important pour être en mesure de leur proposer des évolutions et des corrections qui sont en phase avec leurs attentes. Alors, dans la dernière étape, qui est tout au long du cycle c'est pas vraiment une étape, mais tout au long du cycle de vie de l'application, c'est-à-dire à partir du moment où elle est mise en production, les choses ne s'arrêtent pas là, tout n'est pas fini. Il faut continuer à préserver l'engagement d'utilisateurs. Et là aussi, différents leviers existent que l'on va voir maintenant. Oui. Effectivement. En fait, pour préserver l'engagement utilisateur dans l'ensemble du projet, cela va nécessiter d'acquérir une vision objective de l'expérience que propose l'application, mais dans sa globalité. Il va falloir déceler quelles sont les fonctionnalités qui fonctionnent bien avec l'utilisateur, dans quel contexte, celles qui marchent moins bien, pour quelles raisons. Et donc, c'est vrai que chez Inflexis, on aime bien aller directement à la rencontre des utilisateurs pour réaliser des interviews, recueillir des témoignages, pour comprendre comment dans les faits se passe l'utilisation de l'application, de l'outil. Donc, par exemple, pour l'entreprise Lafarge Béton, nous avons réalisé une application tablette qui sert de support aux techniciens de maintenance afin de les aider à réaliser leurs rondes dans des centrales béton. On a conçu et développé une première version de l'application pour la mettre rapidement à l'épreuve sur le terrain entre les mains des techniciens. Et suite à cette phase d'expérimentation qui a duré 2 mois, on a réalisé une session d'interview utilisateur en face à face. Donc, en quoi ça consiste concrètement? C'est un entretien en face à face constitué de plusieurs questions ouvertes et le moins biaisé possible, bien sûr, voué à engager la conversation avec les utilisateurs sur différents aspects de leur expérience, en fait. Les entretiens en tant que tels, ils ont aussi été réalisés en ajoutant un test de l'application en direct pour aussi essayer de percevoir directement quelles sont les habitudes des utilisateurs qu'on a en face de soi quand ils sont en interaction avec la tablette et en interaction avec l'application aussi. Et en fait, ce levier-là d'interview utilisateur comme ça à la suite d'expérimentation, il est très intéressant pour recueillir les impressions, le ressenti des utilisateurs sur l'outil, mais de manière qualitative et directe.
Et plus globalement, en fait, si on doit faire une conclusion sur ces interviews-là dans le projet Lafarge Béton, cet outil vraiment nous a permis de cartographier l'expérience entière qui a été vécue par les techniciens avec l'application. Et donc, du coup, grâce à cette cartographie, on a pu facilement repérer les points forts, les points d'amélioration de l'application dans son contexte d'utilisation et en prenant en compte les désirs et les craintes des utilisateurs. Donc, en fait, en résumé, la cartographie nous a permis ensuite de réaliser des recommandations plus pertinentes pour améliorer l'application et d'engager un nouveau travail de collaboration avec Lafarge Béton pour réaliser une V2 qui optimisera l'engagement utilisateur. Alors justement, le cas Odo, dont je vais parler maintenant, est intéressant aussi sur ce travail que l'on peut faire dans les évolutions d'application pour réengager ou continuer à engager les utilisateurs. Pour ça, les push notifications sont un bon levier si elles sont utilisées à bon escient, parce que comme on l'a vu au tout début de ce meet-up, elles peuvent aussi être vécues comme intrusives. Donc, il faut les utiliser de manière ciblée et pertinente. Dans le cas d'Odo, qui est une banque patrimoniale, pour qui nous avons développé une application sur iPad, iPhone, smartphone et tablette Android, une application donc de gestion de compte et de passage d'ordre sur compte titre. Et dans une première version de l'application, il y avait du contenu, des analyses financières, des articles de veille qui étaient fournis par le bureau d'études Odo et qui étaient spécifiquement accessibles depuis la tablette pour permettre de nourrir les réflexions des clients, des personnes qui utilisaient l'application sur la tablette. Cependant, cette possibilité a été mal connue des clients, donc le contenu n'était pas lu. Et lors d'une évolution de l'application, on a recommandé de mettre en place un système de notification afin de promouvoir ce contenu éditorial qui était vraiment très qualitatif. Et à chaque fois qu'un nouvel article était posté, une notification était donc adressée aux clients. Ça a généré de l'engagement et ça a incité les clients à consulter plus régulièrement cette rubrique. Donc, cette notification, elle donne l'envie de s'informer et elle augmente le taux d'accès de lecture aux articles de manière assez significative. Un constat intéressant qu'a partagé Odo avec nous, c'est que les clients qui utilisent l'application sur tablette sont plus engagés et génèrent un résultat financier plus important que celui réalisé en moyenne par l'ensemble des clients de la banque. Donc, ça veut dire l'accès à des informations ciblées sur la tablette, qu'il s'agisse d'articles ou d'analyses financières, peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires qui est généré par les clients. D'où l'intérêt des notifications dans ce contexte. Alors, pour rester à l'écoute des utilisateurs, on peut également utiliser des solutions d'analytics. Est-ce que tu peux nous en parler, Carole? Alors oui, il est possible de mesurer et même recommander de mesurer, contrôler l'activité des utilisateurs qui ont bien entendu précédemment donné leur accord. Alors, par des outils d'analyse qui sont disponibles en ligne. Ces outils d'analyse de données sont pour la plupart gratuits avec des versions payantes. Donc, je peux citer les plus connus avec Firebase, App Analytics pour Apple, App Annie ou Flurry, par exemple. Alors, ces outils permettent de suivre l'engagement des utilisateurs, leur profil, la répartition selon la plateforme, le taux de plantage des applications et également de monétiser l'application. Alors, les données qui sont collectées prennent un sens à condition que l'on pousse l'analyse en comparaison avec des événements significatifs. Par exemple, une communication presse va entraîner l'augmentation du nombre d'installations de l'application sur les devices et assez rapidement une vague de désinstallation dans les jours qui suivront cette installation. Une mise à jour va également entraîner une très forte bascule d'une version à une autre, avec, il arrive des insatisfactions qui vont être liées aux anomalies de mise à jour et donc des commentaires des utilisateurs qui vont en découler. Alors, chez Inflexis, nous étudions avec le client les informations qui sont recueillies et nous réfléchissons ensemble à la meilleure stratégie. Par exemple,
OK pour abandonner le développement sous iPad parce que très peu d'utilisateurs utilisent l'iPad. On peut également choisir de déprécier une version de l'application parce qu'elle va provoquer beaucoup de bugs au regard du nombre d'utilisateurs. Et enfin, on alerte également le client si on constate des comportements bizarres sur un nombre très important d'installations et très important de désinstallations. Alors, je crois qu'on a fait le tour des différents points qu'on souhaitait évoquer avec vous aujourd'hui. Vous avez été très sages pendant ce meet-up, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les poser dans la fenêtre de chat. Des questions ou alors des remarques, des suggestions, des pratiques que vous avez mises en place et qui ont fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné. Enfin, tout ce que vous avez envie de partager, vous pouvez d'ores et déjà nous le partager dans la fenêtre de chat. Pas de questions. Une question d'Hugo. Comment constituez-vous votre panel d'utilisateurs en amont, pendant et post-développement? Est-ce les mêmes utilisateurs? Alors, moi, je peux déjà donner un élément de réponse. Je vous laisserai, Carole ou Marine, compléter. Déjà, nous, on suggère à nos clients d'intégrer des utilisateurs dans les différentes étapes de conception de l'application, notamment en amont pendant l'atelier de co-création. Après, on ne peut pas obliger nos clients à le faire, donc c'est une bonne pratique qu'on souhaite mettre en place, mais ça n'est pas toujours possible. De manière générale, on le recommande, on essaie d'appuyer pour que ce soit fait. Est-ce que c'est les mêmes utilisateurs? C'est pas forcément les mêmes, non. Ce qui est intéressant, je pense, c'est si on peut le faire, c'est que les mêmes utilisateurs poursuivent le parcours, parce qu'à la fin, ce sera d'excellents promoteurs de l'application. Mais après, une fois de plus, on est dépendant de la disponibilité des gens, de leur capacité à s'impliquer sur plusieurs semaines dans un projet tel que celui-ci. Voilà. Oui, effectivement, et ça me fait penser du coup au projet Lafarge, où là, dans ce cas-là, c'est vrai que ce soit en amont du développement, pendant ou même après la phase d'expérimentation, en fait, on a fait une phase d'expérimentation auprès d'une centrale béton de la région, et c'était ensuite pour pouvoir potentiellement proposer cette application au reste des centrales Lafarge béton. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on est allé sélectionner les techniciens d'une centrale type pour faire un test dans le contexte d'une centrale béton. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'était les mêmes utilisateurs de A à Z. Et ça nous a permis vraiment d'avoir une continuité, savoir comment l'application était perçue, avoir vraiment un vrai exemple d'une expérience par rapport à l'application, que ce soit avoir le ressenti d'abord des techniciens, connaître leurs problématiques sur place avant le développement et pouvoir ensuite concevoir l'application en fonction de ça. Et ensuite aussi voir, après expérimentation de l'outil qu'on leur a proposé, mais en quoi ça a changé les problématiques qu'ils avaient, vraiment pouvoir percevoir en fait les évolutions, les améliorations qu'on a pu mettre en place grâce à notre prototype. C'est ça qui était intéressant aussi dans la continuité, avoir gardé les mêmes utilisateurs. C'était aussi percevoir directement dans un même contexte est-ce que notre solution avait amélioré les points problématiques ou non. Et je voulais compléter en disant c'est aussi intéressant d'avoir une variété d'utilisateurs, c'est-à-dire peut-être que parfois on a tendance à se dire un utilisateur c'est un utilisateur, tout le monde a le même besoin et tout le monde, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir plusieurs utilisateurs. Dans le cas par exemple SIS, Marine, je me rappelle que
il y avait eu déjà un pré-cahier des charges établi. Et puis finalement, à l'atelier, il y avait des personnes provenant de départements différents, de SDIS différents. Exactement. Et on s'est aperçu que tout le monde n'avait pas la même vision du projet ou la même attente. Donc, oui, c'est intéressant d'avoir vraiment le plus de… Oui, c'est ça, parce que comme tu disais, une variété d'utilisateurs très grande. Et dans ce cas-là, ça nous a permis pour SIS vraiment de pointer du doigt un point important qui n'avait pas été précisé lors de la définition des besoins, lors de la création du cahier des charges. C'est-à-dire qu'à la base, on était partis tous sur une croyance qui était fausse, que toutes les casernes de pompiers en France fonctionnaient de la même manière. Sauf qu'en fait, justement en invitant les différents départements des SDIS différents, tout le monde s'est rendu compte sur place qu'en fait, chacun avait sa manière de fonctionner à soi. Et du coup, la conception de l'application allait forcément être dépendante de ça. Il faut essayer de créer une application qui fonctionne en fait pour les différentes façons de fonctionner de chaque caserne. Donc, c'est très important en fait de varier comme ça les points de vue. Oui, et puis je rebondis sur les croyances. On a tendance à avoir des croyances. Par exemple, une croyance peut-être qu'on a tous en tête, c'est que des personnes de génération, par exemple de la mienne, sont moins enclines à utiliser des outils digitaux que des plus jeunes. Et on s'est aperçu avec certains clients, notamment Groupe Pasteur Mutualité, que c'était tout le contraire, parce que les gens qui avaient moins d'expérience, donc qui étaient plus jeunes dans l'entreprise, pas forcément en âge, mais aussi en pratique, n'avaient pas une même compréhension de la difficulté qu'il y avait à faire signer un contrat sous sa forme papier. Et les personnes plus avancées, avec plus d'expérience, ont très vite compris que la tablette leur permettait vraiment de rien oublier, de passer toutes les étapes, sans oublier le moindre document, de gagner du temps dans le cycle de vente et de signer plus vite des contrats. On a une question Angélique. Faites-vous des tests avec des alpha-testeurs en interne avant la mise en prod ou même après des applis? Alors, je vais répondre à la question d'Angélique. Donc, effectivement, lors des développements, on réalise des tests croisés, c'est-à-dire qu'au sein d'une même équipe, si vous avez deux OS, par exemple iOS et Android qui sont développés pour la même application, les développeurs iOS vont tester l'issue Android, et pour la même issue, les développeurs Android vont tester le développement de la fonctionnalité iOS, ce qui permet effectivement de gagner du temps. C'est-à-dire qu'un développeur défraîchi réalise le développement, est testé, et si effectivement il y a des anomalies qui sont constatées, sur l'autre OS, les corrections peuvent être appliquées, et le développement peut être appliqué plus rapidement. Et même après, effectivement, une fois que l'application est développée, également mise en prod, dès lors qu'il y a des anomalies, ou si on souhaite contrôler la bonne opérabilité de l'application, les développeurs de chez Inflexis testent, le client teste également, les chefs de projet, voilà, l'application passe dans un maximum de mains, dès lors qu'il est possible de le faire, de manière à pouvoir éliminer justement des anomalies de production. Peut-être il faut signaler que chez Inflexis, il y a un département qualité avec des testeurs professionnels, dont c'est le métier. Donc, j'entends souvent dire les tests, c'est un métier. Donc, je le retransmets parce que je pense que c'est important. Donc, des gens qui font des tests dans toutes les phases du développement, à l'intérieur des sprints. Il y a des tests de différentes natures qui font qu'on essaye de fournir aux clients des applications de qualité, même si on sait bien que les bugs
l'erreur est humaine, les bugs, il peut toujours y en avoir, mais on limite au maximum les bugs qui peuvent intervenir dans les applications qu'on fournit. Oui, et le développement n'est pas une science exacte, donc effectivement, il prend en compte toujours des anomalies. C'est bon pour vous au niveau de la question? Oui, oui. La question de Oriane qui, justement, je peux y répondre. Comment réalisez-vous vos cartographies d'expérience? Avec quel outil ou méthode? Alors, ce qu'on réalise en général, c'est qu'on va croiser tout d'abord, lorsqu'on fait des entretiens utilisateurs, des observations, des tests utilisateurs, on va croiser les différents points en fait, qu'on a pu observer. Par exemple, pendant les entretiens utilisateurs, en général, et les observations, on va créer d'abord des personas pour essayer de scinder les utilisateurs en fonction de leur comportement. Donc, en général, on essaie de ne pas avoir plus de 5 personas. Mais l'objectif, c'est vraiment d'abord de comprendre quels sont les différents groupes d'utilisateurs qui ont le même comportement. Et une fois qu'on a réalisé ces personas-là, eh bien, on va les placer sur un parcours utilisateur. En général, on commence par une expérience très globale. Par exemple, imaginons dans le cadre du projet Lafarge Béton, on va retracer les différentes étapes par lesquelles il passe dans son quotidien, donc lorsqu'il fait une ronde dans les centrales béton. Donc pendant l'entretien, il nous a expliqué quel était son quotidien. Donc ça, on a pu détailler les étapes, et aussi grâce à des observations, on a pu remarquer par exemple par lesquelles procédures il passait, quels sont les différents outils qu'il utilise actuellement pour réaliser ses tâches ou des choses comme ça. Et donc, du coup, pour chaque type de persona qu'on a pu observer, eh bien, on va retracer étape par étape son expérience. Et par exemple, pour une ronde, on va détailler, il passe par tel endroit dans sa journée, ensuite il va aller compléter tel document, etc. Et pour chaque étape, on va piocher dans les entretiens, dans les observations, par exemple des phrases, des ressentis, des points importants qu'ils ont soulevés pour dire à telle étape est positive, telle étape, il y a eu un point de friction, la personne, on s'est rendu compte qu'elle elle n'était pas satisfaite par exemple, elle perdait trop de temps à faire cette étape-là. Et donc, en fait, l'objectif vraiment dans l'expérience map, c'est de mettre en relation les différents personas, les différentes étapes par lesquelles ils passent pour réaliser, dans une expérience globale, et aussi son ressenti. Et en général, ce qui est intéressant, c'est que là, ça peut être on peut se dire, c'est un peu problématique parce que le ressenti, ça peut être subjectif, mais on se calque vraiment sur des phrases, des verbatims lors de l'entretien. Lorsqu'on essaie d'être plusieurs en entretien, le mieux, c'est d'être plusieurs en entretien pour pouvoir aussi noter l'intonation de la personne, sa manière d'exprimer, par exemple, son ressenti sur une étape. Et donc, à la fin, on arrive à avoir une expérience map qu'on réalise, nous, après, sur des logiciels, sur Illustrator. Après, je sais qu'il y a des outils en ligne qui permettent de faire des expériences map assez facilement, et où on met en relation, du coup, à chaque fois, le persona, ce qu'il a pensé de telle étape de son expérience, et aussi on met des recommandations pour ouvrir la réflexion sur comment peut-être potentiellement essayer de régler ce problème-là. Et le mieux ensuite, donc ça peut être fait par exemple sur une expérience au tout début de la réflexion, par exemple, avant d'avoir développé un outil. Mais on peut très bien aussi, comme pour Lafarge Béton, essayer de retranscrire, faire une expérience map aussi avec la navigation lorsqu'il y a une application développée, et de voir aussi décortiquer chaque étape de navigation et savoir à quel moment il y a eu une friction, un problème avec une interaction, il a pris trop de temps, par exemple,
pour trouver telle page, pour comprendre cette information-là. En fait, c'est assez déclinable. Actuellement, on a une méthode, mais on peut l'utiliser à la fois en la mixant avec des tests utilisateurs ou en la mixant avec des observations et des entretiens en général. C'est vrai que ce qui est pas mal pour faire une expérience map, c'est de mixer à la fois des informations assez qualitatives, donc avec des entretiens utilisateurs, on va avoir des ressentis, on va avoir les impressions de la personne, avec vraiment la réalité du terrain et du coup des informations plus chiffrées où on va se rendre compte que, par exemple, la personne a mis tant de temps, tant de secondes à trouver telle page sur un test utilisateur, par exemple. Je me suis un peu étendue, c'est très clair. Il y a une autre question de Hugo sur les entretiens. La réalisation et le bilan des entretiens quali doivent être opérés par qui? Alors actuellement, c'est nous, UX designers, qui réalisons ça. On communique avec les porteurs de projets pour mettre en place, déjà pour organiser les entretiens qualitatifs, pour s'assurer des bonnes conditions, pour éviter d'avoir des conditions biaisées des entretiens. Donc, essayer de sélectionner les personnes avec qui réaliser ces entretiens-là, l'endroit. Mais actuellement, effectivement, c'est nous, en tout cas chez Implexis, UX designer, qui réalisons ces entretiens-là. Et on essaie d'être le moins possible pendant les entretiens et d'être en face à face. Ceux qu'on a réalisés avec Lafarge Béton, on était 2 personnes, moi et l'interviewé en face de moi. Ce qui est bien, c'est d'être à 2 personnes pour l'interview. Pour essayer d'avoir, si l'interview n'est pas filmée, pour essayer d'avoir les ressentis, c'est pour avoir une personne qui note ce qu'elle voit, comment la personne se comporte, et l'autre mène l'interview. Mais en général, du coup, il y a 3 choses. Il y a notre côté UX designer qui organisons l'interview, le porteur de projet en face qui va nous aider à mettre en place un contexte favorable pour les entretiens quali, et puis les interviewés, les utilisateurs. Est-ce que ça répond à votre question, à vos questions? Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, je voulais juste préciser 2 points. D'abord, si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre réflexion, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sur ce slide les personnes à contacter pour échanger, pour approfondir certains points que nous avons vus aujourd'hui, par exemple. Vous allez recevoir de toute façon le replay de ce webinaire, donc vous pourrez noter les contacts si vous le souhaitez. Nous avons un autre meet-up qui est prévu le 24 novembre à 11 h sur le calcul du budget qu'il vous faudra pour réaliser votre projet d'application mobile ou votre projet digital. On détaillera notamment les différents postes de dépenses qu'il faut prévoir et sur quel levier appuyer pour, par exemple, en réduire le coût sans nuire à sa qualité. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, vous inscrire à notre groupe Meetup si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'y êtes pas déjà inscrit. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire même si vous n'êtes pas disponible, puisque de toute façon, vous recevrez un peu plus tard le replay qui vous permettra de le regarder plus tranquillement dans votre canapé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous n'avez plus de questions, on va vous libérer en vous souhaitant une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Et puis donc, en vous disant à bientôt pour le prochain meet-up. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à vous.